Bonjour, nous allons patienter quelques instants pour voir s'il y a des retardataires. Très bien, nous pouvons commencer. Bonjour, bienvenue et merci de participer à ce mini-webinaire vers qui je me tourne quand je sors du système scolaire et que je souhaite aller vers l'apprentissage, quand je présente des troubles cognitifs. J'avoue, le titre est un peu long, mais il était nécessaire de contextualiser la problématique. Donc, ce webinaire est le second de la série. Le premier, vous donner les clés pour mieux identifier les situations de handicap cognitif. Si vous l'avez raté, ne vous inquiétez pas. Sur simple demande, nous vous transmettrons le lien pour accéder au replay. Je suis Nathalie Mélis, conseillère professionnelle de proximité spécialisée dans les troubles cognitifs au sein de la structure FIMECO qui favorise l'insertion et le maintien en emploi avec des troubles cognitifs. Alors, pourquoi c'est moi qui vous présente ce webinaire? Euh, Pendant longtemps, j'ai accompagné des jeunes dans leur parcours scolaire qui présentaient des troubles 10 et avant même de travailler chez Fimeco, donc j'ai pu constater les difficultés que rencontraient ces jeunes et les familles à la sortie du système scolaire et plus particulièrement quand ils souhaitaient aller vers un apprentissage. Comment va se dérouler ce webinaire? Je vais dans un premier temps vous présenter Fimeco, nos interventions dans le cadre des passes TCO et les nouveaux projets de l'association. Et puis, je ferai un bref rappel sur les troubles cognitifs et le public que nous accompagnons à la suite de quoi, nous verrons qu'à partir de des constatations que nous avons faites au fil des jours, vers qui se tourner quand je sors du système scolaire et que je souhaite aller vers l'apprentissage. Alors, l'association FIMECO est une structure toute neuve, est une association qui est toute récente puisqu'elle date de fin décembre 2022. Et c'est à la suite de constatations que nous avons souhaité la créer. Pardon. Oui, de nombreux constats tels que bien qu'il existe des dispositifs et des actions de qualité sur le territoire, on n'en doute pas, les professionnels et les familles se retrouvent en difficulté par manque de clarté ou de coordination entre les parcours. Par exemple, euh, une évaluation insuffisante des retentissements de la situation de handicap cognitif, ou bien encore des errances, ou encore un manque d'informations et des pertes d'informations entre les différentes actions et dispositifs par lesquels le jeune passe. Donc, notre association est située sur le département des Bouches-du-Rhône. Pour chacune des équipes est constituée d'une conseillère professionnelle de proximité ainsi que d'une neuropsychologue. Et nous avons dans l'équipe également une psychologue ergonome qui parcourt tout le territoire lorsque j'y reviendrai plus tard, lorsqu'il est nécessaire, par exemple, de réaliser une analyse de poste ou lors de l'intégration d'un salarié notamment. Tous ces professionnels sont spécialisés dans les troubles cognitifs. Ils accompagnent à la compensation du handicap vers la sécurisation du parcours et nous intervenons vers et dans l'emploi et la formation. Maintenant, je vais vous faire un bref rappel sur ce que sont les troubles cognitifs. Donc, on parle de difficultés et de troubles attentionnels quand la personne, par exemple, a du mal à soutenir son attention, à la maintenir ou alors à la diviser, faire deux choses en même temps. On appelle ça l'attention partagée. Des difficultés de mémorisation. Nous rencontrons plus spécifiquement des difficultés sur la mémoire de travail et la mémoire à court terme,
la mémoire de travail, donc ce sont des difficultés à réaliser des manipulations mentales comme du calcul mental, ou alors pendant quelques secondes arriver à mémoriser un numéro de téléphone avant d'aller l'écrire, ou alors dans la prise de notes. Des difficultés de compréhension. euh, la personne va traiter par exemple qu'une partie des consignes, ou en tout cas, on est en difficulté au niveau verbal, elle est en difficulté au niveau verbal. Des difficultés de raisonnement. Euh, la personne n'arrive pas à être logique dans des situations qui sont pas routinières. Elle n'arrive pas à mettre en place ce processus de raisonnement et de logique. Des difficultés de langage, donc cela, vous les connaissez un peu mieux. On est sur des troubles dyslexiques, dysorthographiques. Alors là, attention, cette personne-là sait lire, hein, et sait écrire. Simplement, le processus n'est pas automatisé. Des difficultés dans les activités arithmétiques, notamment les calculs, hein. On parle fréquemment de dyscalculie, notamment, donc, qui peuvent avoir d'ailleurs des conséquences sur, par exemple, la gestion du temps, donc tout ce qui est chiffres, et puis les difficultés de contrôle d'impulsivité et d'organisation. Nous sommes là sur les troubles des fonctions exécutives. Donc la personne est en difficulté pour prendre du recul avant d'agir. Donc elle fait preuve d'une impulsivité. Ça peut être verbal ou ça peut être, enfin c'est souvent verbal celle que nous rencontrons. Mais on l'a aussi également dans les gestes, la difficulté d'organiser, de planifier, de se poser des questions. Donc, ce sont des personnes qui savent hein, qu'elles sont en difficulté pour organiser. Elles savent, elles connaissent, mais elles connaissent, si vous voulez, pardon, la manière dont il faudrait le faire, mais par contre, elles ont des difficultés à les planifier et elles mettent pas en œuvre, en fait, elles ont besoin de procédures et de techniques. Les profils que nous accompagnons, pardon, les profils que nous accompagnons donc, relèvent de troubles qui sont soit innés, soit acquis. Sur les troubles innés, on rencontre des personnes qui présentent des troubles des apprentissages, des troubles 10, comme je viens de le présenter, ou des troubles déficitaires de l'attention avec ou sans hyperactivité, ainsi que des troubles du spectre de l'autisme de haut niveau. On parle de haut niveau ici, anciennement appelé Asperger, quand les personnes ont des capacités cognitives dans la norme de leur groupe d'âge. Et puis, nous rencontrons également des profils donc innés. C'est le cours de la vie qui a provoqué donc ces troubles, donc notamment les conséquences de lésions cérébrales, de traumas crâniens ou encore d'AVC, des maladies comme l'épilepsie ou les maladies neurodégénératives ou inflammatoires. Tous ces troubles cognitifs sont objectivés par des examens médicaux ou des tests standardisés comme des tests psychomoteurs, des bilans orthophoniques ou encore des bilans cognitifs neuropsychologiques. Voilà, j'en ai terminé avec la présentation enfin, avec la présentation, l'histoire hein, et la présentation de l'association. Je vais vous parler maintenant de nos missions. Donc, dans le cadre des passes, ici, nous intervenons avant, après et pendant, je ne sais pas pourquoi mon écran ne fonctionne pas, voilà. Pendant le processus, le parcours d'insertion professionnelle. Quand on parle d'intervention avant d'entrer sur ce parcours, sur cette insertion professionnelle, nous pouvons proposer, par exemple, des diagnostics approfondis. Alors, on n'est pas médecin, on ne fait pas des diagnostics, mais c'est comme ça que la GFIP l'appelle. Des diagnostics approfondis, donc en réalisant notamment des évaluations, donc bilan neuropsychologique, bilan cognitif, hein, c'est la même chose. Et à cela, nous avons ajouté un diagnostic approfondi sur le versant professionnel, où donc la plupart du temps, c'est la conseillère professionnelle de proximité qui le réalise, évalue la motivation professionnelle, l'autonomie, l'impact des troubles cognitifs en emploi ou en formation, et quand c'est possible, on réalise une analyse expérientielle.
En résumé, on aide à la validation, grâce à toutes ces investigations, on aide à la validation du projet professionnel. Voilà, vérifier que le projet qui va être travaillé ou qui est travaillé est en adéquation avec le profil de la personne. Nous intervenons également pendant donc la réalisation du projet professionnel, soit la personne entre en immersion, soit elle entre en formation, ou en tout cas ou en emploi, hein, sur des CDD. Mais là, on reste sur l'apprentissage. On peut intervenir, donc voilà, pour préparer les immersions, préparer l'entrée en formation, en réalisant notamment des bilans approfondis sur le versant cognitif, en identifiant pardon, les moyens de compensation qui sont adaptés à la situation de handicap cognitif. Et on peut réaliser, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, une analyse du poste de travail. Donc, on intervient en formation et chez l'employeur, hein, on fait exactement le même travail que celui que je viens de citer. Nous pouvons intervenir également après, une fois que la personne est en formation ou en emploi, notamment lorsqu'il y a des situations de rupture, des changements sur le poste de travail, et on peut faire donc s'il y a une reconversion ou des reclassements, on peut intervenir en réalisant des régulations, et ici aussi l'ergonome peut être sollicité. Donc, toutes cette prestation d'appui spécifique, en fait, a des prérequis. Ces passes sont mobilisables sur prescription, donc de Pôle emploi, Cap emploi, mission locale, même entreprise privée, FIP et AGFIP. Euh, et il faut une RQTH. Alors, la RQTH, c'est une reconnaissance qui permet l'accès à un ensemble de mesures qui favorisent le maintien dans l'emploi ou l'accès à un nouvel emploi. Cela nécessite de faire une demande auprès de la MDPH, donc qui est le guichet unique, hein, d'accès simplifié aux droits et aux prestations pour les personnes qui sont handicapées, ou bien on peut être mobilisé donc si la personne a une AEEH, donc c'est une aide financière qui est destinée à compenser les dépenses qui sont liées à la situation de handicap de l'enfant, donc de moins de 20 ans, hein, et elle est versée aux parents. Et là, c'est quand les jeunes ont eu des allocations enfants, mais qui n'ont pas encore demandé la RQTH, on peut intervenir donc en formation professionnelle. Les nouveaux projets chez Fimeco, nous avons ciblé essentiellement deux axes. Le premier, intervenir précocement dans l'élaboration des projets professionnels de jeunes en situation de handicap, pour limiter, comme je l'ai dit tout à l'heure, les errances, les ruptures de parcours. En effet, on accompagne aujourd'hui beaucoup plus d'adultes, mais qui ont été jeunes, mais en fait qui arrivent après avoir été positionnés sur de nombreux dispositifs ou de nombreuses actions, et nous aimerions aujourd'hui, voilà, limiter ces errances et intervenir au plus tôt. Et le deuxième aspect que nous avons ciblé au sein de l'association FIMECO, c'est l'accompagnement des employeurs dans l'accueil donc des travailleurs en situation de handicap, pour favoriser le processus d'inclusion, créer même, voire si vous êtes employeur, créer un réseau d'employeurs handi bienveillants. Alors pourquoi? Parce que il suffit pas de bien préparer le projet professionnel, en fait. Parce que on peut pendant l'apprentissage, on peut mettre en place beaucoup de choses, enfin, identifier beaucoup de besoins en compensation. Toutefois, lorsque le jeune après arrive en emploi, il est arrivé qu'il y ait des ruptures ou par méconnaissance des aides qui pouvaient être sollicitées. Voilà. Donc, pour cela, on souhaite œuvrer en ce sens. Alors, quelles sont les constatations qui nous ont amenés à créer cette association? Donc, je viens un petit peu d'en parler. Donc, j'en ai un petit peu parlé. Les familles
sont perdues quand elles arrivent chez nous. En fait, elles ne connaissent pas les structures, voilà, sur le territoire et en fait, elles ont, voilà, elles ont été, elles ne savent pas vers qui se tourner. D'où l'intérêt de ce webinaire. D'autres arrivent en colère après donc avoir été positionnées sur des dispositifs experts. Donc soit sont perdues, désœuvrées, soit elles sont en colère et par manque donc d'insuffisance des évaluations, hein, des retentissements de ces troubles cognitifs, hein, parce qu'on est sur des situations de handicap invisibles. Donc cette méconnaissance de l'existence des partenaires et des structures en lien avec le handicap, et puis la temporalité. La temporalité, c'est un élément important parce que, comme on va le voir tout à l'heure, je pense qu'avant d'entrer vers l'apprentissage, il est nécessaire donc de respecter des étapes, et ça va être l'objet de la partie qui suit. Il faudra prendre du temps. Donc, vers qui je me tourne quand je sors du système scolaire et que je souhaite aller vers l'apprentissage? Donc, l'étape dont je viens de vous parler avant de réfléchir à quelle structure, quel établissement va pouvoir m'accueillir ou va pouvoir accueillir la personne que j'accompagne, c'est une étape qui est très, très importante. En effet, euh, donc avant de travailler, le type d'accompagnement est important. Si la personne, par exemple, présente des troubles de la mémorisation, attention de bien accompagner cette personne en palliant ou en l'aidant à trouver des stratégies pour pallier ces difficultés de mémorisation, plus particulièrement en faisant des checklists, des supports, des mémos, en présentant une méthodologie avec, par exemple, un outil récapitulatif ou encore des outils externes hein, tels que le dictaphone ou son téléphone, ou alors la prise de notes quand c'est possible. Si une personne présente un trouble déficitaire de l'attention, une personne qui va un peu se positionner sur un peu toutes les offres, tous les établissements, votre rôle, va être, et notre rôle est de bien recadrer, faire un petit peu l'entonnoir, analyser les fiches de poste en amont, les fiches des établissements également, pour vérifier qu'on peut accueillir ce jeune qui risque de se disperser et avoir des difficultés pour mobiliser ou partager son attention. Si une personne présente des troubles 10, dans le travail des techniques de recherche d'emploi, des TRE, ces outils comme la lettre de motivation ou le CV, être vigilant donc dans la rédaction et pourquoi pas, donc en faisant des relectures, hein, et pourquoi pas nous mobiliser ou mobiliser la GFIP pour le financement d'un outil externe tel que, par exemple, le- un ordinateur avec un logiciel Dragon, par exemple. Et puis, pour une personne qui présente un trouble du spectre de l'autisme, par exemple, il faudra bien prendre euh, conscience du fait que dans les interactions sociales, c'est plutôt compliqué. Également dans la théorie de l'esprit, enfin avec la théorie de l'esprit, par exemple, une TSA est en difficulté pour reconnaître les intentions des autres. Donc peut-être dans l'accompagnement, être précis, cadrer les choses et puis ne pas hésiter à se déplacer avec lui, en tout cas lors des premiers contacts et des premiers déplacements. Ne pas oublier que, notamment chez les TSA par exemple, si la personne est en difficulté parce qu'elle ne prend pas les transports en commun, il n'a pas le permis de conduire, ça va pas changer ça va pas changer rapidement. C'est un travail qu'il faudra faire également en amont. D'où mon insistance, d'où le fait que j'insiste sur le fait qu'il y a des étapes en amont à respecter. Nous proposons également donc, quand on parle de type d'accompagnement, de vérifier l'autonomie du jeune. Pour cela, on propose une échelle du comportement adaptatif, la Vineland, qui permet donc de vérifier l'autonomie en vie quotidienne, sur la socialisation et sur la communication, ce qui permet déjà de donner quelques clés.
Et puis, peut-être essayer d'identifier au-delà des troubles cognitifs si le jeune est pugnace, persévérant, mais également débrouillard. Parce que, et c'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai expliqué que nous avons enrichi nos diagnostics approfondis sur le versant professionnel parce qu'il nous est arrivé d'avoir des bilans cognitifs où le jeune a un petit niveau, donc un petit niveau par rapport à son groupe d'âge, hein, bien entendu. Et en fait, il s'avérait que en emploi et en formation, il était très débrouillard. Il avait trouvé des stratégies pour pallier, en tout cas pour compenser ces troubles. Tout dépend de la situation, bien évidemment. Puis, à l'inverse, on a déjà eu des bilans cognitifs où la personne a de très belles capacités cognitives, hein, voire de haute capacité intellectuelle, hein, fonctionnement intellectuel préservé et voire au-dessus de la norme. Et en fait, cette personne est en difficulté pour les mettre en place en emploi. Donc, encore une fois, c'est une étape vraiment importante. Alors, passons dans le vif du sujet, vers qui se tourner. Euh, hop, alors, quand on a une RQTH ou une AEH, que j'ai définie tout à l'heure, à l'entrée du CFA, pardon, ne pas oublier donc il faut, avant de réfléchir à la structure, euh, avant même de réfléchir à la structure d'ailleurs, réunir tous les documents de santé, hein, on en a parlé tout à l'heure, bilan psychologique, neuropsychologique, orthophoniste, donc psychomotricienne. Pourquoi pas s'il y a eu un GVASCO, si le jeune avait une AH et qu'il a été accompagné dans son parcours scolaire, le GVASCO, donc le guide d'autonomie euh, au sein du système scolaire, pardon. Et puis, à l'entrée du CFA, ne pas oublier de bien informer sur les besoins en aide humaine, sur les possibilités d'accompagnement de la RHF, qui est le Ressources Handicap Formation. C'est un service de la GFIP qui permet de coordonner et d'informer le CFA, notamment en même temps que la famille, sur les aides possibles de la GFIP. Informer l'employeur, informer également la médecine du travail lors de la visite médicale. Et puis, je vous invite fortement à mobiliser Cap Emploi et la mission locale afin d'être accompagné par des experts. Alors, si la personne n'a pas de RQTH ou de AH, pardon, ah, pardon. Alors, il existe, on vous invite bien évidemment fortement à faire une demande de RQTH pour pouvoir bénéficier de toutes les aides que j'ai précisées, ou en tout cas des structures et des organismes en lien avec le handicap. Donc, il existe des permanences locales de la MDPH qui pourront vous aider à constituer la demande cette demande. N'hésitez pas à vous rapprocher de la MDA, la Maison des adolescents, qui permet donc de regrouper sur une même structure, qui a regroupé au sein d'une même structure une équipe pluridisciplinaire, se rapprocher de la mission locale, bien évidemment, du CMPP, donc Centre médico-pédago-psychologique, et puis, pourquoi pas auprès des professionnels libéraux, par exemple, avec une prescription médicale auprès d'un orthophoniste, ou alors si vous n'avez pas de prescription médicale, vous pourrez bénéficier de bilans neuropsychologiques ou psychomotriciens. Il existe également un tout nouveau dispositif qui est l'APPV. L'APPV, donc c'est une aide au parcours de vie qui est financée par l'ARS et c'est un accompagnement qui est totalement gratuit. Il existe également des associations de famille et puis vous pouvez toujours nous solliciter et nous répondrons volontiers à vos questions. Euh, Ma collègue n'est pas au courant, mais je vais peut-être juste le citer rapidement. Il existe un nouveau dispositif de Cap Emploi qui s'appelle l'APAJ, HAPAJ, qui pourra vous aider donc
quand je vous ai parlé de mobiliser Cap Emploi, qui pourra aide les personnes pardon, en situation de handicap, euh, spécifiquement dans les apprentissages, quand vous allez vers l'apprentissage. Donc, en résumé, je vous ai fait un bref schéma qui récapitule donc les possibilités d'aide au moment de la formation professionnelle. Donc, vous avez Cap Emploi, Pôle Emploi, mission locale. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais c'est le moment. Le référent handicap de l'organisme de formation, puisque normalement, il y a un référent handicap au sein des organismes de formation, ou la médecine du travail. S'il y a une rupture de parcours, si vous n'avez pas la RQTH, ou si vous l'avez d'ailleurs, vous pouvez toujours vous appuyer sur la mission locale et Pôle emploi. Et dans le cas où vous avez donc une RQTH ou une autre notification, un MDPH, à partir du moment où où vous bénéficiez d'une notification de la Maison départementale des personnes handicapées, les jeunes peuvent être accompagnés par Connect 13, TSA Défi Pro si la personne présente un trouble du spectre de l'autisme, ou encore le SAMSA, donc SAMSA qui peut être donc enfin, qui peut être à visée professionnelle, nous en avons un sur le territoire. Voilà, ce format court va se terminer, va bientôt se terminer. Juste pour préciser que nous avons choisi justement ce format court pour présenter notre association et j'espère que vous avez saisi le domaine dans lequel elle souhaite œuvrer et ses perspectives d'évolution. Donc, on vous invite à vous rapprocher de nous si d'autres questionnements apparaissaient, si j'ai pas été assez claire. C'est mon premier, donc j'ai sûrement oublié des choses et pas été peut-être assez précise sur d'autres. Et je m'en excuse par avance. Mais dans tous les cas, nous restons disponibles et à l'écoute, que ce soit les familles, les partenaires, hein, les acteurs de l'emploi ou encore les employeurs. Voilà. Si vous avez si vous souhaitez participer au prochain webinaire, qui sera vers qui je me tourne quand je souhaite aller vers l'emploi, nous allons vous transmettre sur demande et d'autres, enfin sur demande essentiellement, mais grâce aussi à aux partenaires que nous connaissons déjà et qui ont peut-être pas participé à ce webinaire, une invitation, donc vers qui je me tourne pour aller vers l'emploi. Euh, voilà, je vous remercie et puis je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.